Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'échanger avec vous pendant une vingtaine de minutes. Je vais m'efforcer de vulgariser au mieux le financement de l'innovation à travers un double dispositif qui est à la fois le crédit impôt recherche et l'autre dispositif, le crédit impôt recherche innovation. On va tenter de décrypter ensemble comment on peut, dans certains cas, trouver des phases de son travail comme éligibles à ces dispositifs qui sont complexes, pour lesquels l'information librement accessible n'est pas toujours très claire, et se dire au quotidien, dans mon activité, est-ce que je pourrais bénéficier de ce dispositif dont tout le monde parle et qui me paraît opaque. Donc il n'y a pas de questions futiles ou idiotes, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à me faire reformuler si vous avez besoin de compléments d'information. Donc on va valider ensemble les critères d'éligibilité et comment on peut bien faire le distinguo entre ces deux dispositifs, CIR et CIRI, Crédit impôt recherche innovation, qui est un dispositif apparu en 2014. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on peut se faire rejeter? Et en synthèse de l'exposé, je vous citerai des exemples pour savoir ce qu'il ne faut justement pas faire, pour éviter de se faire redresser. Quels peuvent être les pièges? Donc les critères d'éligibilité au sens du crédit impôt recherche, je vais passer vite, c'est il y a un gendarme, c'est le contrôleur des impôts. Qui dit crédit d'impôt dit le contrôleur des impôts. Et donc le mode d'emploi, il est régi au niveau du ministère de la Recherche par le manuel de Frascati, puisque c'est un dispositif crédit impôt recherche. À l'origine, la genèse, c'est le ministère de la Recherche, qu'on appelle aujourd'hui le MSR, ministère d'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Donc c'est le ministère a un guide, on verra l'arbitre, un des arbitres, sachant que l'arbitre principal et final, c'est toujours le contrôleur des impôts. Donc on se réfère au Code des impôts. Et qu'est-ce que ça finance, le crédit impôt recherche? Ça finance des travaux de création qui vont nous permettre d'accroître la somme de connaissances. On verra que c'est un accroissement scientifique des connaissances. Ce n'est pas nécessairement de l'innovation. Et souvent, on se dit, mais moi, j'innove. Mais oui, l'innovation n'est pas nécessairement de la R&D. La R&D n'est pas nécessairement de l'innovation. Ça paraît compliqué. Dans 15 minutes, vous aurez une lecture beaucoup plus facile et nettement plus aisée. Donc il y a 3 catégories de R&D, on connaît bien, il y a la recherche fondamentale, mais en 83, quand le dispositif est apparu, c'était principalement ça, on décrit des algorithmes, etc. Et puis il y a la recherche appliquée, c'est quoi? C'est la mise en pratique de ma recherche fondamentale. Aujourd'hui, 85% des entreprises qui sont éligibles au crédit impôt recherche, en réalité, font des travaux de développement dits expérimental. C'est vraisemblablement dans ce processus que vous pourrez peut-être vous inscrire. Le crédit impôt recherche innovation, c'était une bonne nouvelle dont on a beaucoup parlé en 2013 et qui est apparu en 2014, qui était destiné cette fois je vais aller jusqu'au bout, à financer la notion de produit nouveau. Mais oui, le législateur se disait une entreprise qui innove pas, forcément, va disparaître. C'est une nécessité vitale d'innover en permanence. Pour autant, ce n'est pas nécessairement de la R&D. Ce n'est pas nécessairement éligible au crédit impôt recherche. Donc il y avait un serpent de mer. Donc le crédit impôt recherche innovation, je le redirai par la suite, mais c'est destiné, aux PME au sens communautaire. Donc les grands groupes sont exclus. Et c'est destiné non pas à financer un accroissement de connaissances, mais réellement à financer une innovation produit. Qui dit une innovation produit dit un bien corporel ou incorporel. On parlait de solutions logicielles, on verra. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau sur mon marché et qui doit se distinguer évidemment de produits existants par un certain nombre de fonctionnalités techniques, éco-conception. On aura l'occasion de les décortiquer. Donc, qu'est-ce qu'un bien corporel ou incorporel? Ce sont les définitions données par l'administration. Donc, on est bien innovation de produits. Par exemple, on dit des supports physiques de stockage de logiciels sont des biens corporels. Le logiciel, lui, étant incorporel. Les deux sont éligibles au crédit impôt recherche innovation. Donc, vous me parlez de solutions, vous parlez de développement. Vous êtes vraisemblablement dans ces cibles. Il faut qu'il ait une notion de nouveauté. En effet, sur le crédit impôt recherche innovation, on va se référer à mon marché. Mon entreprise, elle est sur un marché. Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est un pays?
plusieurs pays ou le monde. Je dois prouver que sur mon marché, il y a une notion de portée géographique très importante, que sur mon marché, mon produit est réellement nouveau. Ça veut dire qu'il n'a pas été mis en œuvre par d'autres agents économiques, évidemment. Il ne doit pas être nouveau pour moi, il doit être nouveau sur mon marché. Voilà, la supériorité des performances, ben oui, un produit doit être nouveau, on a vu. Qu'est-ce qu'on considère comme étant nouveau? C'est que le produit, soit il est supérieur dans ses performances, soit il est supérieur dans son éco-conception, soit dans un certain nombre de caractéristiques. Il doit bien se distinguer. Si j'ai un stylo rouge et que je fabrique un stylo bleu, on ne va pas considérer que c'est un produit nouveau. Donc les performances doivent toujours être mesurables sur le plan que je viens d'expliquer. Je vous illustrerai quelques exemples pour aller vite. Tiens, ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure l'un des messieurs. Vous voyez, par exemple, la supériorité des performances sur le plan technique, là aussi c'est une définition. Ça peut être des caractéristiques non fonctionnelles. Hein, oui, sur le plan technique, non fonctionnelles. Et on dit voilà, un exemple qui a été validé par l'administration, qui nous dit l'utilisation de certaines techniques issues de jeux vidéo pour améliorer l'attractivité de logiciels éducatifs a été validée. Ou certaines modifications, là on parle aussi d'une prothèse auditive, mais qui va améliorer le rapport signal-bruit, etc. On va se rendre compte que l'utilisation de solutions existantes, mais pour traiter d'autres, peuvent dans certains cas être éligibles. Sur le plan de l'éco-conception, c'est assez facile à comprendre. Moi, je fabrique un produit qui est différent de celui qui existe. Il y a l'ordinateur, je vais le faire avec des produits végétaux, il va devenir ou biodégradable, ou je remplace des matières par d'autres. Je vais diminuer l'empreinte carbone, par exemple, ou le poids lors du transport. Il y aura également une conséquence directe ou indirecte sur la consommation de gasoil et sur l'empreinte carbone. Voilà, l'éco-conception, tout ça. L'encombrement, etc. Ça, c'est assez facile à imaginer. Et puis la supériorité des performances sur le plan de l'ergonomie, c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez, on parlait d'ergonomie ou de comportement, ou peut-être de jeunesse. Cet exemple qui paraît tiré par les cheveux, qui est celui de l'administration, nous dit, voilà, c'est le chariot élévateur dont la conception est modifiée pour offrir à la fois une meilleure visibilité pour le conducteur, tout en maintenant sa stabilité. Ça peut être un nouveau produit. Donc, on va se rendre compte qu'on va même créer tout doucement la jurisprudence au fil de l'eau. La création, l'innovation de nouveaux produits, c'est pas nécessairement des choses extrêmement complexes. Là, on est quand même à la limite, parce qu'il y avait le plan technique non fonctionnel. Ouais. Là, l'ergonomie, ça peut se tourner comme, du point de vue technique, fonctionnel. Oui. Mais le technique fonctionnel peut aussi être reconnu. Hein. Voilà, absolument. Alors, on verra qu'il est dans le dispositif. On peut ensuite faire valider le projet par l'administration. Si on a si on n'a pas la capacité de valider avec certitude, on verra qu'il y a un dispositif pour le sécuriser. Sur les performances supérieures, je viens de le dire, on peut avoir des performances qui vont se compléter les unes les autres, et au cas par cas, je vais pouvoir justifier que mon produit sur mon marché est réellement supérieur au produit existant, dont il va quand même falloir apporter la preuve dans le passé. Comment on les distingue ? Il y a une petite phrase qui est assez intéressante pour les financiers qui dit « Le crédit impôt recherche transforme des euros en connaissances. » Parce qu'en réalité, c'est un accroissement scientifique. Il faut que j'ai ça en tête. Tiens, crédit impôt recherche, l'argent que je dépense contribue à un accroissement scientifique, un accroissement de connaissances. Le crédit impôt recherche innovation, qu'on va appeler CIRI, lui transforme la connaissance en euros. Mais oui, je sais faire des choses et moi je crée des nouveaux produits pour les commercialiser. Quel est le principe fiscal ? Je vais très très vite. Le CIR, on calcule une assiette des dépenses. Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail, mais quelles sont les dépenses ? C'est des dépenses de personnel. Alors, sur le crédit impôt recherche, c'est du personnel exclusivement scientifique, puisqu'on parle d'un dispositif scientifique. Il faut un minima un chef de projet qui soit docteur ou ingénieur scientifique pour que je puisse y associer des bac+2. Ça s'arrête là. Et je vais prendre le temps passé, les salaires bruts chargés au temps passé proratisé des travaux qui seront reconnus comme étant éligibles. Je calcule mon assiette et le CIR, c'est un taux unique maintenant, depuis 2013, 30% de l'assiette. C'est plafonné à 100 millions d'euros. Je pense qu'aujourd'hui, autour de la table, on est dans ce cas de figure.
Le crédit impôt recherche innovation, on calcule également une assiette des dépenses. Alors, je ne vais pas parler des investissements machines. Dans les deux cas de figure, il y a certains investissements à la condition qu'ils soient amortis et qu'ils correspondent réellement au projet peuvent également être intégrés. Là, le législateur a voulu être plus large. On a réalisé en 2013 que le fait de n'avoir d'abord que des personnels scientifiques est extrêmement pénalisant. Que dans le tissu économique français, on avait énormément de créateurs, de dirigeants qui n'avaient pas forcément de parcours universitaire, ingénieur, scientifique, donc ils étaient exclus. Donc le crédit impôt recherche innovation dit je prends tous les personnels acteurs d'un projet. Il n'y a pas de côté diplômant puisque c'est pas un dispositif scientifique, c'est un dispositif, c'est vraiment l'innovation. Monsieur ? Qu'est-ce qui caractérise un personnel scientifique? C'est quoi le Alors, c'est à minima ingénieur ou docteur scientifique. Comme chef de projet, si je l'ai en chef de projet, je peux associer, s'il y a eu des travaux, par exemple une licence ou un BTS scientifique. Mais j'ai fait l'EDEC, c'est pas scientifique. Mais un développeur qui sort d'une école non ingénieur, je prends par exemple des développeurs issus de 42, d'école 42. Xavier Niel qui est pas, c'est pas considéré comme scientifique. Non, alors après, non, c'est pas scientifique. Dans certains cas, on a quand même une acceptation de ce qu'on va appeler la validation des acquis de l'expérience. Si depuis 10 ans ou 15 ans, vous avez une personne qui est dans le laboratoire et qui certifie les mesures expérimentales et que c'est reconnu, on peut le proposer cette lecture à l'administration fiscale. On a des gens ouverts face à nous. Mais il faut quand même qu'il y ait une notion durée, qualité des travaux, etc. Donc c'est quand même assez bloquant. Sur le crédit impôt recherche innovation, je vais prendre les salaires bruts chargés des personnels qui ont travaillé, j'ai envie de dire, éventuellement à des employés de production. Donc j'ai plus de côté diplômant. Donc là, le législateur a voulu quand même ouvrir beaucoup plus. J'ai des développeurs, j'ai certains acteurs qui sont même autodidactes, formidables, des vrais créateurs. Je peux parfaitement les intégrer. D'accord ? Alors c'est plafonné. En revanche, ce dispositif est encadré puisque le plafond d'assiette, c'est 400 000 euros. Au mieux, je peux avoir 20%, c'est-à-dire 80 000 euros. On peut aussi également y intégrer des dotations amortissements. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, ce dispositif, il est destiné uniquement, exclusivement aux PME au sens communautaire. Donc ce qui était une bonne nouvelle, puisqu'on se dit c'est nos entreprises en France qu'il faut aider, nos petites et moyennes entreprises. On va pouvoir intégrer dans notre assiette l'ensemble des salaires des personnels qui ont travaillé, on verra, sur des phases de prototypage ou d'installation pilote du dispositif, plus certains investissements. Le législateur a juste eu une amnésie partielle, c'est qu'on considère qu'avant 2013, peut-être qu'on n'innovait pas dans les PME en France, puisqu'on ne pourra prendre les matériels achetés et acquis neufs qu'à compter du 1er janvier 2013. Bon. J'espère que l'amnésie sera régulée dans le temps, évidemment. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. J'ai fait les decks, je ne peux pas mettre mon salaire dans le CIR. Du côté série, là, pour le coup, j'ai fait les decks, mais absolument. Je pilote le projet. Voilà, vous êtes le chef de projet et vous êtes capable de justifier ou de salaire ou d'une rémunération de gérant. Ça passe aussi. Bien sûr, vous pouvez l'intégrer dans l'assiette. Oui, absolument. Une question encore, s'il vous plaît. Le CIR, est-ce que la personne, le chef de projet, je dirais, docteur, est-ce que ça doit être quelqu'un à l'intérieur de la société ou ça peut être un sous-traitant? Alors, donc la question, je répète, le chef de projet scientifique doit-il être salarié de l'entreprise? Oui. Oui. Si moi je fais des travaux pour le compte de tiers, et que ces travaux me sont commandés par un commanditaire qui répond aux critères, je pourrais, moi, justifier que ces travaux, finalement, je me paye moi et je paye mes équipes et j'ai du matériel, mais personne chez moi n'est doté du côté diplômant minima. Je ne peux pas faire de crédit impôt recherche. Peut-être que je peux faire du crédit impôt recherche innovation, mais je ne peux pas faire de crédit impôt recherche. Est-ce que c'est clair? Même si c'est décevant, hein. Ok. Voilà. Monsieur? L'équipe qui travaille sur le projet pour le cas du CIRI, est-ce qu'il faut qu'elle soit à temps plein ou elle peut être à temps partiel sur le projet? Comment ça marche? Alors, donc la question, c'est est-ce que l'équipe, les acteurs doivent être dédiés à 100% de leur temps sur le projet? Pas du tout. On va retenir, donc ça se déclare une fois par an,
Le dispositif, on le déclare une fois par an lors de la clôture des comptes. Typiquement, une entreprise qui clôture au 31 décembre, elle a une clôture des comptes désormais au 15 mai. Je produis mon CERFA avec mon expert comptable au plus tard le 15 mai. En même temps, je vais rédiger un dossier justificatif pour expliquer ce que j'ai fait. Et là, on va identifier un ou plusieurs projets qui ont été conduits l'année précédente. Alors, c'est toujours l'année civile. Un crédit d'impôt, c'est toujours l'année civile. Oui, même si je suis en clôture décalée, c'est toujours l'année civile, un crédit d'impôt qui soit CICE, crédit impôt recherche, etc. Et je vais donc associer du temps passé à des projets. Par exemple, je vais avoir Paul et Virginie qui vont avoir passé, parce que j'ai des fiches de temps évidemment, 30% de leur temps sur le projet 1, 20% de leur temps sur le projet 2. Peut-être que voilà, ils auront passé 50% de leur temps sur 2 projets majeurs. Et je vais prendre 50% de leur salaire annuel, qui est majoré. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est plus aujourd'hui pour vous donner l'idée du dispositif, mais comme on est restrictif malgré tout sur les salariés, on va majorer ces salaires au titre des frais de fonctionnement. On les majore de 50%. Parce qu'on sait qu'il a aussi fallu une secrétaire pour faire un courrier, parce que voilà, j'ai d'autres choses. Le législateur n'a pas voulu faire une liste trop exhaustive, de fait majeur. Ça. Mais bien sûr, on sait qu'on passe pas tout son temps sur un même projet. J'ai même envie de dire, il y a du temps passé à lire son courrier. Pendant ce temps-là, on ne travaille pas. Donc personne n'est à 100% sur un projet. En plus. Du coup, la justification, c'est le planning de l'année tâche par tâche, ou c'est comment ça marche en fait? Alors, il y a un reporting à faire. Nous, on recommande d'avoir un cahier de labo et puis évidemment des timesheets, des feuilles de temps tout au long de l'année que vous remplissez à la semaine ou au mois. Il va falloir à la fin de l'année les compiler pour se dire globalement c'est pas à l'heure. On a passé un certain nombre de jours sur ce projet, ça correspond à 38% du temps de Paul, 52%. Mais oui, il faut quand même des feuilles de temps parce qu'un jour l'administration vous demandera des comptes. C'est-à-dire que là, par exemple, la série, je l'ai eu sur l'exercice d'avant. Je l'ai touché cette année. J'ai simplement pris un Excel. Du Siri ? Ouais. Vous avez fait du Siri cette année ? Enfin, c'était encore, ça s'appelait CII. Oui, crédit d'impôt innovation, c'est ça. Ok. Et moi, j'ai simplement pris mon Excel et j'étais très objectif là-dessus, mais j'ai pris un pourcentage de temps passé. Oui. Mais j'ai pas de timesheet et tout ça, j'ai intérêt à me débrouiller pour avoir le timesheet après. Alors l'administration a 3 ans pour demander et interroger, mais oui. Non, je suis censé lui justifier que j'ai été déclaré qu'au mois de juin, le gars qui a travaillé dessus, il a passé 30% de son temps, je dois justifier ça. C'est mieux. C'est mieux parce qu'on vous le demandera. Faute de preuves, on vous demandera soit de le rembourser, soit on vous mettra même des pénalités pour mauvaise foi. Et pour être très concret, nous par exemple, tout ce qu'on produit, il commit en ligne ce qu'il développe. Quand on voit le volume des lignes de code qu'on crée mois par mois et que ça correspond à peu près au pourcentage qu'on met, c'est une justification qui peut être... Oui, absolument. Non, c'est bien. D'accord, oui, on peut trouver des moyens... Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le chef de projet doit être à 100% dans le cadre du CIR ? Pas du tout. Pas du tout. On a des chefs de projet qui sont souvent ou des dirigeants dans des petites structures ou des patrons R&D dans des très grosses, mais non, il passe peut-être... un dirigeant qui passe moins de 10%, ça crée des doutes. On se dit, est-ce que réellement il intervient ? Mais en général, un dirigeant, il commence à 15% de son temps. En fait, souvent, qu'est-ce que l'on vit vraiment ? C'est que il est excessivement rare que des décisions soient prises sans le feu vert du dirigeant. Pour autant, il ne participe pas à tous les travaux, mais il va les valider. Il va participer à des réunions, etc. Donc, moi, un dirigeant qui passe à partir de 15% jusqu'à 50% de son temps, on sait qu'il ne fait pas que ça non plus. Il y a le tout venant, il y a la commercialisation, il y a la compta, il y a la... Mais non. Dites-moi. Imaginons que ce soit le CTO qui soit le chef de projet. Oui. Est-ce qu'il faut forcément que le chef de projet soit à 100% ce chef de projet docteur ou ingénieur ? Est-ce qu'il faut qu'il soit à 100% ou est-ce que s'il est à 50%, ça peut quand même... Pas du tout, bien sûr. Non. Dans le côté qualifiant. Il n'y a aucun problème, même s'il est 20% de son temps. Même s'il est 15% de son temps. Je dois avoir un chef d'orchestre. Le docteur dispose 10% de son temps, ça peut... Ouais. Mais on est... Si je me trouve... Alors, pour vous répondre très précisément, si je me trouve justement dans du développement expérimental, c'est-à-dire que j'ai des hypothèses de départ, je vais être sur le CIR. Donc j'ai des hypothèses scientifiques. Je veux fabriquer un téléphone
en bois, je veux dire une grosse absurdité, imputrescibles, mais qui répondent à des caractéristiques physico-chimiques. C'est température de plus 90 degrés et moins 80 degrés, mais qui se résistent à la déformation, etc. Donc c'est mes objectifs scientifiques. J'ai un chef de projet qui va piloter ça. Ensuite, je vais utiliser une équipe qui va mesurer et vérifier mes hypothèses. Donc ces gens-là vont sûrement travailler en temps passé plus longtemps que lui pour vérifier les hypothèses. Donc je commence par taper dessus pour voir s'il résiste à la déformation, je mesure, il casse. J'ai vérifié que l'état de l'art ne me permet pas de trouver des solutions, je recommence, etc. Donc je peux très bien être chef de projet, c'est juste pour illustrer, mais qui a passé 20% de son temps et des équipes qui ont passé 40% de leur temps à conduire ces hypothèses, et justement elles vont rencontrer des aléas, des incertitudes, voire des échecs, et du coup recommencer, reposer d'autres hypothèses, des itérations, etc. etc. Ça peut être décorrélé. C'est pas une obligation. Je suis pas rentré trop dans les détails, parce que je voulais vulgariser l'information sur un temps court, sinon c'est un exposé qui dure plutôt 2 heures. Qu'est-ce qu'il est intéressant de se dire ? C'est que pour le CIR ou le CIRI, de toute façon ce schéma je le reprendrai, je vais aller jusqu'au bout. Le crédit impôt recherche, il y a une chose à avoir en tête aussi, c'est que, je dois avoir des hypothèses scientifiques et je dois prouver que j'ai rencontré des aléas, des incertitudes, que sur la paillasse ou sur mon cahier, pour aller du point A au point B, c'était clair, et qu'en réalité, le fait d'avoir donné un autre dimensionnement, ça fait qu'à un moment donné, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas tout le temps. Le crédit impôt recherche, je ne l'ai pas dit non plus, c'est un dispositif français, mais qui se réfère à un état de l'art mondial. On parle donc, c'est un accroissement scientifique, et je dois prouver, que j'ai la compétence, on vient d'en parler, donc j'ai la compétence parce que j'ai les diplômes scientifiques. 2, que j'ai parfaitement observé l'état de l'art, c'est-à-dire l'état de l'information librement accessible au niveau de la planète, et qu'il n'y a pas d'information libre que moi, en tant qu'ingénieur ou docteur, je puisse prendre pour réaliser mes travaux. Je vais l'illustrer après. Oui, monsieur. Donc on est d'accord que si, que ce soit de l'innovation ou de R&D, on veut travailler sur un projet qui se doute, par exemple Google a pu bosser dessus, ouais. Si c'est pas disponible, c'est pas disponible. C'est ça. L'état de l'art ne me permet pas. Oui, j'ai pas. C'est pas. Oui. Alors on réinvente la roue. Tiens, je vais l'illustrer autrement. J'ai une entreprise qui fabrique des céréales pour le petit déjeuner. Elle me dit, nous on copie le leader. Je ne donnerai pas la marque du leader, on les connaît tous, il y en a au chocolat, d'autres. Elle dit, nous on copie ça. Voilà, donc on n'invente rien. Eh bien d'ailleurs, on a monté du CIR dans cette entreprise, il y a évidemment eu un contrôle de l'administration, et on a pu prouver à l'administration qu'on avait identifié avec les équipes de cette entreprise que, oui, il y a un produit qui existait. Les objectifs de départ, on les connaissait parce qu'on veut fabriquer ça. Ça existe, et ceux qui ne vendent pas ça, de toute façon, vont disparaître. Donc il faut fabriquer ça. On a pu prouver qu'il n'y avait aucun brevet tombé dans le domaine public, qu'on ne savait pas comment ils faisaient, que toutes les publications étaient uniquement commerciales, techniquement on ne savait pas. Donc il allait falloir conduire des travaux expérimentaux. Là on dit c'est de la recette et de l'ingénierie finalement. Eh bien pas du tout. Il y a des secrets qu'on n'a pas réussi à percer, et surtout on a eu des situations d'échec à répétition. Quand ça avait la bonne couleur, c'était trop dur. Quand c'était pas trop dur, le produit ne se conservait plus, etc., etc. On était bien dans on réinventait la roue. Et pourtant, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on a donc permis un accroissement de connaissances, puisqu'on a mis en place un nouveau chemin scientifique, par opposition au fait que le chemin du leader, on ne le connaît pas. Vous voyez, cette démarche, c'est clair ? Donc n'oublions pas, la recherche transforme l'argent en connaissance et l'autre non. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la R&D, c'est vraiment je suis capable de justifier d'un accroissement de connaissances. L'innovation, j'ai vraiment fait un produit nouveau. Alors dans l'innovation, il y a aussi le législateur, l'a pas écrit comme ça mais l'impose. Quand on est en 2013... et qu'on est en train de préparer le crédit impôt recherche innovation, le Sénat se dit qui on veut aider ? On veut aider les PME. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisque les évolutions successives des lois de finances du crédit impôt recherche avaient déjà œuvré dans ce sens-là. Et on se disait, c'est formidable. La réforme de 2011, elle a permis à beaucoup plus de PME d'adhérer au dispositif.
C'est 80% des déclarants. Super. En fait, c'est 80% de déclarants ne consomment encore que 20% de l'enveloppe. On parle aujourd'hui d'une enveloppe de 5,3 milliards qui va monter à 5 milliards. C'est encore l'apanage des très grands groupes. Donc le législateur, c'était pas idiot, dit il faut un dispositif vraiment dédié aux PME pour toutes les raisons que j'évoquais. On n'a pas toujours des gens diplômés de hautes études scientifiques, ils ont fait d'autres choix. Et c'est vraiment notre fonds de commerce en France. Il faut aider la petite et moyenne entreprise française. Donc ça, c'était bien. Mais on s'est aussi rendu compte qu'une entreprise sur 3 qui se lançait disparaissait dans les 2 à 3 ans. Et on le voit encore. Et quand on intervient régulièrement chez des incubateurs, on le voit encore. Alors il y a plusieurs raisons. Mais il y a aussi une raison qui est juste la vraie vie, c'est que si on ne sait pas répondre à quoi ça sert et à qui ça sert à rien, on va mourir. Et que parfois on a des super bonnes idées, le marché n'en veut pas, ça prend pas, on ne s'est pas posé les questions, et souvent on se rend compte qu'on n'a juste pas fait d'études de marché. Et c'est pas parce que c'est compliqué ou que c'est utile que ça correspond à un besoin en ce moment maintenant. Donc pour le crédit impôt recherche innovation, on impose de justifier d'une étude de marché. Et au départ, le législateur avait dit, si vous avez encore des coupures de presse, des grandes revues économiques, on disait ah ben dis donc, c'est vrai qu'il faut faire une étude de marché, très bien, ça coûte cher, bah oui, donc il faudra qu'on finance l'étude de marché, forcément. Puis après, il faut distribuer. Il y a des canaux de distribution, il y a des réseaux. Ça coûte cher d'aller dans un réseau de distribution, il faudra le financer. Aujourd'hui, tout ça, c'est exclu du dispositif, mais c'est exclu dans le financement, mais c'est obligatoire dans le fonctionnement. Il faut une étude de marché. Je dois prouver que j'ai fait une étude de marché. Et quand on améliore des process existants, en innovant, en Alors, algo et tout ça, on peut dire... le marché est là puisque le produit est déjà vendu. Il est déjà en vente, donc on l'a de facto, quelque part. Hein, on ne vous l'opposera pas. Donc, qu'est-ce que... j'ai voulu illustrer avec quelques exemples. Là, je suis sur le crédit impôt recherche. Sur le crédit impôt recherche, on va dire, des travaux d'ingénierie courante, c'est dans le top 10 des redressements. Non mais je fais ça, c'est super bien. Ben oui, mais vous êtes ingénieur. Un ingénieur, quand on lui met des outils avec une caisse, il est capable de faire une recette, de fabriquer. Donc parfois la différence, c'est le trait de crayon, mais il faut faire très très attention entre ce qui est vraiment de la recherche appliquée avec des aléas, des incertitudes, et ce qui est de l'ingénierie courante, c'est-à-dire je vais finir par y arriver. Et je pense à l'informatique, souvent quand je rencontre des gens dans le développement, et souvent quand la direction est là, je leur dis qu'est-ce que vous avez fait cette année ? Ben nous on a développé ça et ça, très bien. Est-ce que vous avez réussi à faire tout ce que vous vous étiez fixé comme objectif ? On me dit bien sûr. Alors souvent on demande aux dirigeants d'ailleurs de sortir. Là on se remet autour de la table, on dit tout ce que vous faites, vous réussissez à le faire ? Pas toujours, enfin on y arrive. Est-ce que c'est le chemin de départ ? Ben non, on a dû faire marche arrière, on a recommencé, on a pris d'autres directions. Ça, c'est des faisceaux d'indices. Vous voyez, donc cette démarche. Sinon, c'est du développement, c'est de l'ingénierie. Et pareil dans la recette, ben oui, à force de tourner, je vais trouver la bonne dose de sel. Ben, c'est pas de la R&D. Et c'est vraiment dans les top 10 des redressements. Acquérir des connaissances nouvelles, c'est différent que d'acquérir de l'information. Typiquement, moi, je viens de sortir un logiciel, c'est super, j'ai aucune formation en informatique. Et pour moi, c'est génial. J'étais ingénieur, mais pas dans ce domaine-là. On va dire non, mais alors le développement personnel, c'est pas financé. C'est formidable parce que finalement, vous prenez de la valeur, vous améliorez vos connaissances propres. Mais c'est pas ça qu'on vous demande, c'est d'accroître l'état de l'art. C'est aussi un travers. Avoir un objectif pratique, ben oui, dans le CIR, c'est qu'on améliore la productivité, même si c'est le sens évident de toute entreprise. Ben je fais ça pour améliorer ma productivité, pour baisser mon coût énergétique, pour fabriquer plus vite et mieux. C'est le ministère de la Recherche et Bercy qui régissent ce dispositif. Ça ne les intéresse pas. Que vous fabriquiez une corbeille inutile à 8 poignées ou la fusée Ariane, ils ne s'intéressent pas aux produits, ils s'intéressent au chemin scientifique. Donc le crédit impôt recherche, c'est quand même un peu scabreux là-dessus. Je suis toujours sur le crédit impôt recherche. Hein. Juste un truc que je comprends, c'est-à-dire que dire que nos projets de R&D ont pour objectif d'améliorer la productivité... Surtout pas le dire. Un jour... C'est ce qu'on fait, mais on ne le dit pas. C'est ça, on va le dire autrement. Dans 1, 2 ou 3 années, il y a un contrôle et on dira, donnez-moi le dossier justificatif du projet d'il y a 3 ans, très bien. C'était quoi l'objectif principal ? Baisser la consommation énergétique ou améliorer la productivité. On sait tout ce que ça veut dire, la productivité. Hein. Fabriquer plus vite avec le même coût. Ça n'intéresse personne. À part le chef d'entreprise, on sait juste l'objectif principal tous les matins. Ça n'intéresse pas les gens du ministère de la Recherche et ça n'intéresse pas le contrôleur des impôts. Donc il ne faut pas le dire comme ça. Il faut écrire autrement.
Il faut écrire en fonction de ce que le législateur vous demande de justifier. Je veux fabriquer une machine qui fabrique plus vite ça, ou des concepts. Hein. Pourquoi ? Parce que le marché me le demande. Voilà, très bien. Je justifie que l'état de l'art, l'information non accessible, ne m'apporte pas ces renseignements. Alors, je vais me lancer dans une démarche scientifique qui aura pour objectif ce point-là, ce point-là, ce point-là. Je vais vérifier d'abord mes points indépendamment, puis ensemble, c'est du développement ensuite avec des itérations scientifiques que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça n'est pas le crédit impôt recherche ? Ce n'est pas des essais de routine. Faire très attention aussi, dans certains de nos travaux, certaines mesures qu'on peut faire, tout ce qui est routinier n'est pas du développement expérimental. Ça peut être un trait de crayon, mais oui, ben là, c'est comme si moi je me faisais faire un dosage de cholestérol, c'est routinier, c'est pas une mesure particulière. Donc il faut être très prudent. Le fait de déposer un brevet ne vous donne aucune garantie d'éligibilité. En revanche, c'est très intéressant de déposer un brevet. Mais souvent, j'entends, moi j'ai fait breveter, hein, c'est génial. Mais bon, alors oui, ça donne une valeur à votre entreprise, ça c'est sûr. Après, le curseur de la valeur, chacun y vivra dans le temps d'ailleurs. Mais déposer un brevet n'est pas synonyme de « je fais de la R&D ». D'accord ? Tâtonner, ce que je disais tout à l'heure, ben oui, je vais tourner plus ou moins, je vais finir par trouver le bon réglage de sel, je suis sûr, c'est une question de temps. Non, c'est pas de la R&D non plus. Éligibilité, on disait, premièrement, il faut que je justifie de mon éligibilité scientifique. 2/3 des contrôles fiscaux avec redressement du crédit impôt recherche, c'est un rejet de la démarche scientifique. Donc c'est pas la solution qui importe, mais le chemin qui y mène avec ses difficultés. La description en mode projet, je dis bien, il faut avoir une découpe temporelle des tâches, on vient d'en parler. Et puis, il faut que je sois crédible entre les heures passées versus l'accroissement réel que j'ai porté. Vous dites à l'administration, c'est génial, hein, ça vous a pris du temps ça ? Ça aussi c'est le piège classique, en plus 2-3 ans après. Non mais nous, en 10 jours c'était fait. Hein. Ça va être difficile de prouver et de justifier que réellement on a bossé, rencontré des incertitudes, surmonté des montagnes. C'est difficile en 10 jours. Voilà. L'innovation. Le crédit impôt recherche innovation. Je ne suis pas là pour casser l'ambiance, mais j'essaie de vous donner le maximum d'éléments. Donc l'innovation, on voit, c'est la création originale de biens. Alors c'est pas, faut faire très attention, c'est pas un produit courant amélioré. J'ai rajouté, il y avait un mug avec une poignée, j'ai rajouté une deuxième poignée. On parle quand même de caractéristiques techniques supérieures. Il va falloir justifier un peu de... Sinon c'est le concours Lépine. Une fois de plus, c'est un dispositif nouveau qui n'a pas encore fait l'objet de contrôle, parce que le contrôle sera fait par le contrôleur des impôts. Comment dans 3 ans, le contrôleur des impôts, il aura non pas la compétence, mais le juste regard ou la capacité surtout à appréhender la fonctionnalité supérieure ou l'ergonomie. J'ai pas la réponse. Donc... Le crédit impôt innovation avant et le CIRI que j'entends là, c'est... Tout à l'heure, c'était le crédit impôt recherche. Là, c'est le... Oui, C2I ou CIRI. Oui, on l'a appelé CIRI. C'est ça, c'est le crédit impôt innovation. C'est moi qui l'appelle comme ça parce que c'est le même CERFA. C'est crédit impôt recherche innovation. D'accord ? Et ça va être bizarre parce que 3 ans après, ils vont arriver, ils vont dire bah non, le crédit il n'est pas nouveau. Bah si, mais il y a 3 ans il est... C'est pour ça qu'il va falloir... C'est bizarre, Alors, vous avez raison. Ça veut dire que dès aujourd'hui, j'ai intérêt à mettre dans un tiroir, électronique ou physique, mon étude de marché si c'est un produit complètement nouveau, 2, l'état de la concurrence, au moins des photos ou des catalogues ou des choses, parce que comment dans 2 ou 3 ans, je vais justifier que le mien, que ma solution, mon application, surtout si on est dans les nouvelles techniques d'information, que ma solution avait quelque chose de plus, et que ces quelque chose de plus, c'était effectivement des fonctionnalités supérieures, des caractéristiques techniques fonctionnelles. Oui ? Non, c'est... Si on fait justement une demande de rescrit, ça nous évite pas... Voilà, je vais en parler. Voilà, la demande de rescrit peut être intéressante. Alors le rescrit, on peut dans certains cas, dans le CIR c'est pareil. Je en parlerai tout à l'heure, mais c'est pas grave. Non, mais on est là pour échanger. Moi, le plan, il est aussi fait pour être perturbé. À un moment donné, surtout si j'ai des enjeux financiers
qui me paraissent significatifs. Je me dis, mais moi, imaginez que ça représente 60 000 euros ou 50 000 euros, je voudrais quand même être sûr. Vous pouvez demander à l'administration un rescrit, aussi bien pour le CIR que pour le CIRI. Pour le CIR, il faut être extrêmement prudent, n'oublions pas, c'est une démarche scientifique et je dois justifier que j'ai rencontré des aléas. C'est quoi un aléa? C'est une incertitude. Donc c'est pas facile de savoir à l'avance. L'aléa que je vais rencontrer, ça veut dire que je connais l'incertitude future. Est-ce encore une incertitude? Donc la plupart des entreprises qui font du rescrit CIR ne sont pas sûres que la vraie vie va ressembler à ce qu'ils ont imaginé, puisqu'on parle bien... Et l'incertitude est la preuve absolue. Si je n'ai pas d'incertitude, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'échec imprévu, je ne suis pas éligible. Donc sur le CIR, grande prudence. Sur le crédit impôt recherche innovation, où là on ne me parle pas d'incertitude, je dois juste montrer des caractéristiques techniques supérieures, etc. Le rescrit est intéressant. Pour autant, le législateur ne nous a pas permis de faire des rescrits au titre de l'année 2013, quand le dispositif est sorti. Donc le dispositif est arrivé en 2013, mais on nous a dit que les premiers rescrits seront à partir de janvier 2014. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en 2013, nous n'avons pas fait de dossier. Parce qu'on n'a pas voulu engager nos clients. Donc on a démarré nos dossiers, nous, depuis janvier 2014. Parce que là, on demande à l'administration un avis. Absence de réponse sous 3 mois vaut accord tacite. Donc on peut faire des rescrits sur de gros dossiers. Maintenant, oui. Dès 2014. 2013, non. 2013, les impôts, les services de Bercy étant submergés parce qu'il y avait eu une autre bonne nouvelle, c'était le CICE qui est arrivé en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, ça fait un peu de bruit. Donc il a dit, ouh là là. Donc on n'a pas eu la possibilité, le rescrit n'était pas inscrit, c'était mis rescrit à partir de janvier 2014. Donc on n'a pas pu les monter au cours de l'année 2013. Mais on peut, sur des gros dossiers ou des dossiers équivoques, faire des rescrits. Est-ce que je peux revenir sur le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'état de l'art à l'instant? Oui. Alors, c'est l'état de l'art au 1er janvier de l'année civile, normalement. Ou au moment que je... Non. Oui, enfin, si... dépose mon dossier, entre guillemets. Non. Alors, quand je dépose mon dossier, c'est après ma clôture fiscale, puisque le CERFA CIR, le 2069A, se remet avec votre solde d'IS. Vous clôturez vos comptes, vous déposez votre solde d'IS, comme c'est un crédit d'impôt, il sert normalement d'ailleurs à payer l'IS. Donc on le dépose avec le solde d'IS, depuis cette année, non plus le 15 avril pour ceux qui clôturent au 31-12, mais le 15 mai. Et il se réfère à l'année civile précédente, à l'année 2014. Et je dois dans mes travaux prouver qu'au 1er janvier 2014, vous avez le droit de faire autre chose, le 1er janvier, c'est facultatif, mais le code dit, c'est le 1er janvier de chaque année, je revisite l'état de l'art. Et même si j'ai un projet qui est non abouti sur 2 ou 3 ans, on a des projets qui durent et qui durent. Tous les ans, je dois revisiter l'état de l'art pour prouver qu'il n'y a pas d'information et surtout qu'il n'y a pas de solution accessible qui me permettrait de résoudre la difficulté scientifique que je rencontre. C'est le cas. C'est-à-dire si on arrive à un instant T... Et que là, il y a la solution, toc, ça s'arrête, je ne suis plus... Les 2 années précédentes... Oui. À partir du moment où un concurrent allait plus vite que moi, il publie, où il y a une information accessible, il faut faire attention. C'est les gros contrôles à venir porteront sur l'état de l'art. Je vais vous illustrer quelques exemples. D'accord. C'est-à-dire que, enfin, peut-être vous allez répondre après, mais si moi, je n'avais pas connaissance de cet état de l'art des concurrents, parce que j'ai fait une recherche, mais les recherches ne sont jamais... Trop faibles, oui. Est-ce que ça remet en question ma bonne foi? Tout à fait. Ça peut, alors, pas forcément la bonne foi. Vous pouvez juste être condamné à rembourser. Quand c'est la mauvaise foi, il y a des pénalités. C'est-à-dire qu'à l'instant T, Oui. même si j'ignorais, je Ouais. vais devoir... Ouais, on ne doit pas ignorer. Alors, c'est pour ça que nos équipes, nos docteurs, nous, on est abonnés à des sites particuliers. On a un œil quotidien sur tout ce qui se fait. Et c'est très compliqué sur les nouvelles technologies. Très, très compliqué. Si vous validez qu'effectivement il n'y a pas de... Ça donne un peu de poids. Mais c'est notre job. Et c'est notre savoir-faire. C'est-à-dire une partie de nos activités, c'est justement d'essayer de sécuriser l'état de l'art. On s'entoure également d'alliances avec des sociétés qui travaillent sur les dépôts de brevets, des choses comme ça. Parce qu'il y a des faisceaux d'indices. Il faut aller croiser. Mais il ne faut pas sous-estimer ça. Je suis toujours dans le CIRI.
Donc on dit, voilà, l'éligibilité, on a vu, hein, il faut une étude de marché, il faut que je justifie du temps passé et que le temps de mes heures, là aussi, soit réaliste par rapport au temps. Juste parce que ça, j'ai jamais vraiment compris. Je suis donc au 31/12/2014. Ouais. Je vais faire une demande de Syrie. Oui. Qui va être donc, dans le début Déposée au 15 mai. Ouais. 15 mai. Dans mon dossier, je parle de ce que j'ai fait dans Alors, l'année 2014 ou je parle de ce que je vais faire dans l'année 2015? Non. Alors, d'abord, vous n'allez envoyer que le CERFA. Oui. Mais dans votre bureau, vous allez préparer vos docs que vous pouvez préparer au fil de l'eau. Moi, je recommande vivement de ne pas tout faire. La première fois, quand on n'a jamais adhéré, on fait tout a posteriori, mais après, c'est pas inintéressant d'avoir une hygiène de comportement ou une hygiène de travail et de se faire un point tous les mois ou tous les 2 mois de ce qu'on a fait. Et c'est toujours l'année. Donc, je dépose en 2015 ce qui se réfère à l'année civile 2014. Donc, c'est bien 2014. D'accord ? Pareil. C'est le même CERFA. D'accord ? C'est toujours l'année civile passée. Je déclare a posteriori. C'est assez compliqué, c'est pour ça d'où le conseil de faire au fil de l'eau ce malin. Mais c'est vrai que quand on est sur du CIR, parler des incertitudes passées qui ont été résolues depuis. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on vous demande. Mais c'est plus facile de parler des incertitudes, des aléas que j'ai rencontrés. Non, j'ai rencontré des aléas. Eh bien oui, quand je mélangeais ces 2 produits ou quand je produisais mes lignes de code, ça devait aboutir à ça. Mais je me rends compte que de temps en temps, ça bug. On le rend compte, ça, hein, de temps en temps. Ça peut être parce que c'est la cadence, c'est la dimension, c'est le fait d'avoir rajouté. Je ne trouve pas. Il faut que je puisse mettre en avant des choses imprévisibles et qui ont été compliquées à résoudre. Parfois des murs. L'échec est financé. Excusez-moi, je vais vous répondre. Hein, mais typiquement, la solution d'échec, c'est quoi un échec ? C'est je rencontre un mur. Eh bien, je suis devant, soit je fais marche arrière, je prends une autre direction, soit je le contourne en remettant en place d'autres travaux, d'autres démarches. C'est typiquement ça que je dois mettre en évidence. Monsieur ? Donc l'éligibilité, elle est reprouvée tous les ans? Oui. Je dois... D'une manière déclarative ou démonstrative via un dossier complet tous les ans? Alors, vous déclarez, c'est vous qui déclarez, mais préparez-vous à devoir justifier. Donc tous les ans, je refais un dossier justificatif. Et je dis, tiens, mes travaux, parce que les travaux, ils ne s'arrêtent pas le 31/12. La vie de l'entreprise, ce serait trop simple. Mais chaque année, je dis, tiens, le projet initié depuis peut-être 2012, je rappelle mes objectifs. Et puis je peux même... Il y a 2 choses. Mes objectifs de départ ne sont peut-être pas atteints. Tiens, moi je voulais une brique avec du bois reconstitué avec 0 sciure. J'ai encore de la sciure. La preuve, c'est que je reçois des lettres des ménagères qui râlent parce que ça salit les coffres des voitures. On n'a pas encore réglé ça. Ben oui, on a des problèmes d'approvisionnement de bois constant ou de colle. Je prends volontairement un autre univers, mais c'est pour... Ou alors, ben ça y est, le projet il est quasiment abouti, mais finalement je vais upgrader mes objectifs. Parce que il faut, sinon je vais plus le vendre. Il faut que je prenne un coup d'avance, comme on dit. Donc je peux aussi décider de modifier, moi, parce que je veux toujours avoir une année d'avance. Vous avez le droit de le faire. Et là, je réexplique l'état de l'art. Non. Il y a toute une trame. Et donc ça se fait bien toujours, on demande sur des charges qui ont déjà été constatées, oui. Pas sur des charges à venir. C'est ça. C'est une déclaration a posteriori, puisque ça sert à payer mon impôt. Quand on est PME au sens communautaire et que j'ai pas d'impôt, je peux demander, je produis cette créance et j'en demande le remboursement. Au final, à chacun d'avoir les éléments ou de produire les éléments qui leur permettent de relier l'histoire à leur avantage. Oui, sachant qu'il faut quand même, à l'avantage, en tout cas dans la vraie vie, il va falloir que je sois capable de justifier, d'apporter des preuves. L'innovation, je parlais de justification, justifier l'innovation, on dit ce qui compte, c'est pas la solution, mais ce sont ses performances. Description en mode projet, ben vous connaissez, le crédit d'ailleurs, je repasse. Bon, ça je vais très très vite, on a un peu débordé. Je reviens quand on est dans l'industrie, il y a 2 choses, il y a la recherche et l'innovation, c'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez déjà entendu parler du statut de jeune entreprise innovante, JEI. C'est un abus de langage absolu, parce que et moi j'innove. Est-ce que je peux bénéficier du statut de jeune entreprise innovante? C'est-à-dire que l'entreprise doit être réellement neuve, une nouvelle société, et pendant 8 années, je vais avoir quand même de vrais avantages. Des vrais avantages parce que, j'ai un magnifique cadeau, c'est que pendant 2 ans, je suis absous de payer l'IS. Bon,
c'est un faux cadeau parce qu'en général, l'entreprise qui démarre, elle ne paie pas d'IS. C'est pas le plus beau des cadeaux. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir une exonération des cotisations salariales patronales. Dégressive sur les 8 ans, mais quand même très intéressante. Surtout, en général, au bout de 3-4 ans, on a des salariés et ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'il faut pour être jeune entreprise innovante ? Parce que là, il y a des redressements énormes. Quand on lit le code, pour être jeune entreprise innovante, je dois justifier avoir à minima 15% de mes dépenses éligibles à des travaux de R&D. Ça veut dire que je dois faire du crédit impôt recherche. Je ne peux pas être JEI sans faire de crédit impôt recherche. Alors on me dit, ah oui, mais vous nous avez expliqué que la R&D, ce n'était pas l'innovation nécessairement. Exact. Donc il y a énormément d'apprentis sorciers qui s'autoproclament JEI, font des déclarations, ils envoient même ça aux URSSAF. Patatrac, contrôle, il faut rembourser les URSSAF sur les cotisations sociales, etc. Et quand vous dites qu'il faut que ce soit en recherche et développement, encore avec un doctorat avec... Bien sûr, puisque 15% éligibles à des travaux de R&D. Moi, je dis R&D égale CIR. Ah non, mais moi, je ne fais pas encore de crédit impôt recherche. Monsieur, vous ne faites pas de crédit impôt recherche, vous ne faites donc pas de R&D. Vous n'êtes donc pas éligible au JEI. Une balle entre les deux yeux, direct. Vous voyez, des abus de langage, c'est compliqué. Je passe vite. On peut avoir de la recherche industrielle. On vient de parler de ce que c'est. On peut avoir de l'innovation industrielle. Et ça peut aussi, l'innovation peut être éligible à la R&D, mais pas nécessairement. Ce qui n'est pas éligible, c'est ça qui est intéressant. Je reprends, mais on en a parlé. Améliorer la productivité ou la rentabilité. Améliorer la régularité d'un processus de prod. Industrialiser. Tiens, mon prototype ou mon installation pilote, parce que finalement c'est ça qui est éligible, elle est en mode... elle n'est pas encore en produit fini, mais en installation pilote, mais non, c'est pas du CIR, c'est fini. C'est vraiment les phases amont, tant que je suis encore dans des réglages, tant que je n'ai pas encore trouvé. Dès que j'ai trouvé que ça fonctionne, même si ça n'en revêt pas la forme finale, c'est fini, je ne suis plus dans le CIR. Les frais d'études, les mises au point, je passe vite parce que je vois lent. Qu'est-ce qu'on a un certain nombre de projets, je vous ferai passer, mais voilà. Qui valide l'éligibilité ? Compliqué, je suis toujours sur le CIR. C'est un expert du ministère de la Recherche ou la DRTT. On va avoir les impôts. Le lien, c'est toujours l'impôt. Le dernier arbitre, c'est le contrôleur des impôts, qui peut demander ou non l'avis consultatif du ministère. Quel conseil on fait, nous ? On dit, il faut... le contrôle se fait sur pièce. On rappelle, c'est de l'encre et du papier. C'est mon manager scientifique qui rappelle toujours ça. Il dit, ça commence par l'encre et du papier, on les a pas comme ça au téléphone si facilement. Donc il faut un texte organisé selon ce qu'eux ont envie de lire, selon les règles, les documents produits. Et une sémantique appropriée. Chaque mot est important. Donc c'est comment je vais accompagner du personnel scientifique à écrire dans un vocabulaire fait pour le contrôleur des impôts et aussi pour le ministère. C'est juste pas ma logique ni mes habitudes. Donc une des valeurs ajoutées d'être accompagné, c'est comment on va m'aider à écrire une histoire qui relate mes travaux en respectant parfaitement le canevas. C'est ça. Voilà, je dis bien, c'est un exercice difficile, inhabituel, qui est assez chronophage, car oui, l'entreprise, elle a comme priorité de viser le résultat et non pas la connaissance acquise, on passe à côté. En réalité, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est à la fin, d'ailleurs, comment ces travaux ont permis d'accroître la connaissance que je vais livrer au grand public. C'est quand même pas si simple. Même si je ne le livre pas vraiment au grand public, j'ai le droit de ne pas tout dire, parce que je vais pas porter sur la place mon avance technologique ou technique. Et puis, souvent, on dit la justification se fait a posteriori. C'est pour ça que je dis, faites-le au fil de l'eau. C'est moins compliqué pour enfin faire la synthèse à la fin de l'année. On se répète, quand je fais du CIR, je dois bien démontrer qu'il s'agit de recherche. Quand je fais du CIRI, je dois bien montrer qu'il s'agit d'innovation. Il faut piloter de plus en plus en amont. Je dis attention aux risques. On prend des risques si on ne fait pas de levée de doute structurée. Je le fais un peu à la godille. Si j'oublie d'aller vraiment benchmarker l'état de l'art, et si je ne suis pas extrêmement précis dans la justification des nouvelles connaissances, je vais m'exposer à des risques.
tiens, c'est quoi le top 10 des rejets ? On dit, voilà, si je n'ai pas mes bac plus 2 ou 5, ça se passe pas bien. Tout ça, on reprend ce que j'ai dit. Je vais très vite. Je veux juste vous montrer quelques exemples. Je suis toujours sur le CIR, la justification. Comment on peut le sécuriser ? On en a parlé tout à l'heure, c'est le rescrit qui nous est permis. Alors, sur le CIR, je dis, voilà, c'est un travail utile, mais absolument non sécurisant. On l'a compris, hein. Personne ici est capable d'écrire un aléa au préalable. Le rescrit général, personne ne l'utilise non plus. En 3 ans, moi, j'ai personne qui me l'a demandé. Là, vous interrogez l'administration, oui, je voudrais un audit complet de toute ma comptabilité. Bon. En général, on attend qu'ils viennent pour le faire. Bon, ça, c'est les notices qu'on doit présenter, mais on vient de le faire. Je reprends mon tableau. Les pièges. Voilà. Parce que c'est très intéressant, hein, la tentation est grande, mais c'est un dispositif difficile. Si on fait un tout petit pas en arrière, parfois c'est intéressant. Je ne vais pas faire comme les économistes qui nous expliquent toujours ce qu'il aurait fallu faire en regardant que le passé, mais bon. En 2009, en 2008-2009, il s'est passé quelque chose que certains ont appelé une crise. Moi, j'ai envie de dire c'est passager, une crise. Donc c'est plutôt une nouvelle ère économique dans laquelle nous sommes rentrés. Et il y a eu le plan Sarko de 2009 qui a dit à tout le monde, faites du CIR, produisez la créance, en plus on vous rembourse quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc les années 9, 10, 11, Haro, crédit impôt recherche, on est arrivé à plus de 5 milliards d'euros d'enveloppe annuelle. Et l'administration en 2012, le gouvernement a tenu ses promesses, il avait annoncé plus de contrôles, triplement des contrôles. Énormément de redressements, énormément de rejets. Un rejet sur 2 porte sur des entreprises dans les NTIC, votre secteur d'activité. Parce que réellement, il y a eu des chefs d'entreprise, certains étaient des pirates, hein, d'autres très très mal conseillés. Et il y a des entreprises qui ont même purement et simplement disparu. Quand on leur a dit qu'il faut rembourser 600 000 euros, 800 000 euros, parce qu'on avait mis un tas de choses. Donc c'est un dispositif très dangereux, vous l'avez lu à la presse, hein, on a beaucoup parlé, des entreprises en difficulté. Oui, donc il y a des vrais pièges. C'est pour ça que je dis Satan inside, pardon. Et je dis l'état de l'art, c'est vraiment un travail d'expert. Et il faut faire très très attention. Je passe vite parce que je vois que ça tape à la porte. Il faut vraiment montrer qu'on est capable. Ça, ce sont des photocopies de relevés des impôts où ils disent tiens, à aucun moment la société se place dans une posture où elle serait en capacité de démontrer que la connaissance accessible n'est pas suffisante, etc. C'est vraiment des petits morceaux. Qu'est-ce qu'on a vous êtes borné à présenter le verrou par rapport à la description. Enfin, l'état de l'art, c'est fondamental. C'est une des premières choses qui font que votre dossier est rejeté. Vous voyez, là, il dit, tiens, en matière d'Internet, non, travaux réalisés, la société, donc c'est des coupures, hein, c'est un peu moche, mais c'est vraiment les lettres qu'on a chez nos clients. La société a mis en place un nouveau processus, elle a fait appel à des systèmes bases de données progicielles. Il apparaît que les travaux ne peuvent pas être pris, ils ne présentent pas d'incertitude, tel qu'un ingénieur normalement compétent ne puisse avis défavorable. Donc c'est vraiment brut de pomme. Hein. Donc c'est pas du tout à sous-estimer. Regardez, les aléas incertitudes souffrent de 2 lacunes. Non. Là aussi, la société ne présente aucune publication scientifique et technique. Aucun brevet, aucun rapport. Rejet de nos amis. Les excuses du client, les conséquences. À défaut d'avoir, ça c'est le contrôleur qui l'écrit, hein, à défaut d'avoir écrit et identifié clairement les incertitudes, et à défaut d'avoir établi un état des connaissances, il n'est pas montré que les dépenses. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tiens, lui, il a eu, après contrôle, des intérêts de retard, et hop, on lui dit, vous devez un peu plus de 700 000 euros. Ça se passe comme ça. Hein. Donc, et dans 2-3 ans après, donc c'est des choses quand même douloureuses. On dit non mais c'est pas grave, moi je l'ai fait à moitié, ben voilà, vous n'êtes pas rattrapé à moitié. Donc les recours, on dit il faut jamais baisser les bras, c'est vrai, il faut contester, il faut argumenter, éclairer. Pourquoi aujourd'hui systématiquement, la vidéo ne sera pas diffusée sur les grandes télévisions, systématiquement les dossiers sont instruits à charge. Un contrôle aujourd'hui, c'est un rejet de tous vos travaux. Il y a encore 3 ans, ils disaient non, alors le dossier 1, oui, le 2, on voudrait des éclaircissements. Aujourd'hui, c'est niet, on rejette tout.
il faut tout recommencer. C'est comme ça. Ils sont encombrés, surchargés, ils rejettent et ça part au ministère. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Voilà. Donc, oui, on sait tout faire. Hein. Nous, on sait aussi faire des crash programmes, des urgences, etc. Mais il faut se bagarrer et travailler avec sérieux. Donc ça, je passe vite. Aide à la conduite de projet, voilà, j'ai fini. Et ne sous-estimez pas l'éligibilité scientifique et l'état de l'art. Ça, c'est nos équipes scientifiques. Aujourd'hui, et c'est tout l'idée de l'alliance que nous avons avec le réseau Mazars, qu'on a initié depuis déjà très très longtemps, c'est que notre valeur ajoutée, c'est sûrement pas de faire le CERFA. C'est sûrement pas de faire la valorisation financière, même si on peut aider sur des lectures de factures, sous-traitants, mais pas de faire la valo. Notre valeur ajoutée, c'est réellement, avec nos équipes, on a un certain nombre de docteurs dans tous les domaines d'activité, plus des experts indépendants, c'est de qualifier aux côtés du réseau la validation scientifique de tout ou partie des travaux et ensuite de co-rédiger le dossier justificatif. Voilà l'idée. Ok, j'ai un peu débordé. Est-ce que c'est un peu plus clair ? De toute façon, vous avez mes coordonnées sur le fascicule. Subvention, vous n'hésitez pas, un petit mail, un coup de fil, vous échangez. Dans nos alliances, nous, on est à même de vous aiguiller et ça se fait en toute transparence pour répondre à des questions, vous orienter. Pourquoi on s'est inscrit dans cette démarche ? Parce que vous êtes potentiellement nos partenaires de demain. Donc aujourd'hui, on s'aime à vos côtés pour récolter dans quelques années. Et c'est ça. Donc les échanges avec nous ne donnent lieu à aucune facturation. Je vous mets à l'aise. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire. Ça va mieux en le disant. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Subvention, Christophe Baron. Il y a un petit fascicule, un petit dépliant, voilà, sur lequel. Merci. On va libérer la salle. Et après, vous pouvez.